Je peux me tromper, mais votre entreprise pourrait être exclue en tant que sous-traitant. Qu'est-ce que c'est? De quoi parlez-vous? Ce n'est pas possible. Notre entreprise travaille avec la vôtre depuis des décennies. Il n'y a aucune chance qu'il nous supprime maintenant. Je ne l'ai entendu que par la rumeur, donc je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais les informations sont de plus en plus claires, alors je pense que c'est peut-être vrai. Vous vous moquez de moi? Laissez les rumeurs dicter ma carrière? Oh, je vois. Vous essayez de me faire croire que je vais perdre mon travail pour que je doive compter sur vous. Et aider à la maison, hein? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. En effet, l'entreprise a commencé à me faire faire des tâches que je n'avais jamais faites auparavant. Et comme cela devient difficile, j'ai besoin d'aide pour les tâches ménagères et la garde des enfants. Mais c'est un autre problème. Je le savais. Tu veux que je t'aide aussi pour les tâches ménagères et la garde des enfants? N'est-ce pas une tâche féminine? Devrions-nous divorcer alors? Pour une raison ou une autre, j'avais gardé secret le fait que la société pour laquelle je travaille était le principal contractant de mon mari jusqu'à peu de temps avant notre mariage. La raison n'était qu'un simple souci, et nous avons pu nous marier sans problème. Mais après le mariage, mon mari a changé et a enfin montré sa vraie nature. Alors que je pensais que mon mari avait évoqué le divorce sans crier gare, il a commencé à me blesser profondément par ses paroles. Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. J'ai fait semblant d'être ivre et j'ai commencé à te parler. Après avoir entendu ces paroles choquantes de la part de mon mari, j'ai pensé que je ne pouvais plus rester avec lui. S'il s'agit de divorcer, je préfère le demander moi-même. Je comprends. Je ne peux plus rester avec toi. Nous devrions divorcer. Bien sûr. Ne me blâme pas si tu le regrettes plus tard. Mon mari pense que je regretterai d'avoir divorcé. Mais il est plus probable que ce soit lui qui le regrette. Je m'appelle Kelly. Je travaille comme ingénieur système dans une entreprise de systèmes informatiques. Notre entreprise fournit des solutions informatiques à diverses industries, et c'est une entreprise assez importante. 6 ans après mon entrée dans l'entreprise, à l'âge de 28 ans, j'ai fini par m'habituer à mon travail. Mon emploi étant enfin stable à presque 30 ans, j'ai pensé que c'était le bon moment pour me marier avec mon petit ami depuis 2 ans. Mais dans la vie, les choses ne vont pas toujours sans heurts, et elles sont parfois cruelles. N'essayez pas de terminer une discussion aussi importante par un simple message. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai enfin eu mon petit ami au téléphone, et je lui ai déchargé l'anxiété, l'impatience et la colère qui s'étaient accumulées. Soudain, il m'a dit qu'il voulait rompre, et il ne me l'a pas dit en personne ni même au téléphone, mais par le biais d'une simple ligne de message. Il n'est donc pas étonnant que mes émotions aient été chamboulées. Lorsque je lui ai demandé avec insistance pourquoi, il m'a donné l'excuse classique qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre. J'ai perdu la volonté de m'accrocher à mon petit ami et j'ai raccroché le téléphone. Quelqu'un d'autre est entré dans ma vie, alors rompons. C'est une phrase typique utilisée lorsque vous ne voulez pas expliquer pourquoi vous voulez rompre, mais dans mon cas, c'était différent. Mon petit ami de l'époque avait vraiment quelqu'un d'autre. Ce genre de rupture m'est arrivé plusieurs fois depuis que je suis jeune. Je suis consciente que je ne suis pas particulièrement belle. Selon ma propre évaluation, je me situe légèrement au-dessus de la catégorie inférieure. Cependant, ma silhouette est mince et assez belle. Je ne comprends pas les goûts des hommes, mais il semble que je sois juste à bien des égards. À l'époque où j'étais étudiante, les hommes qui voulaient juste une petite amie ou qui avaient été largués par une personne qu'ils aimaient venaient me voir, et dès qu'une femme plus belle apparaissait, ils disparaissaient. À l'époque, je me plaignais de la cruauté du monde, mais maintenant que j'ai une vingtaine d'années, je me rends compte que les amours de jeunesse sont comme ça. Cependant, cette fois-ci, alors que j'envisageais sérieusement de me marier,
j'ai été aussi choquée que si j'avais été frappée par une énorme boule de démolition utilisée pour démolir des bâtiments. Je me suis dit qu'à cet âge, je ne pouvais pas imaginer avoir un nouveau petit ami. Je devrais peut-être vivre pour ma carrière. Incapable de changer de vitesse, je me suis dit qu'à partir de maintenant, je devais travailler dur. Mais le stress d'avoir été larguée avant le mariage était énorme, et le travail seul ne suffisait pas à me remonter le moral, alors je me suis tournée vers la nourriture. Un an après avoir été larguée, à l'âge de 29 ans et juste avant d'avoir 30 ans, j'avais pris beaucoup de poids à cause de mon appétit incontrôlé. Je me suis dit qu'avec ce corps négligé, la romance était encore plus impossible. Je me suis mise devant le miroir, en pinçant la graisse affreuse qui pendait de mon pantalon, et j'ai soupiré. Ce qui avait été mon seul titre de gloire, ma silhouette, avait disparu. Mais cela me permettait de renoncer plus facilement à l'amour et au mariage. Je me rassurais en regardant l'image détestable dans le miroir. Un jour, alors que je m'enlisais dans le dégoût de moi-même, il s'est passé quelque chose d'agréable au travail. C'était le bon niveau de difficulté pour moi. L'entreprise m'a donc confié une tâche légèrement responsable. L'intention de l'entreprise était probablement de me donner un peu d'expérience pour l'avenir. Mais ce qui m'a rendu heureux, ce n'est pas qu'on m'ait confié une tâche. Voici le cahier des charges, et voici la feuille d'instruction. Nous avons suffisamment de temps avant la date limite et le contenu semble gérable. Tout comme nous l'avions entendu auparavant. Quand pouvons-nous attendre les données de test? Les données de test seront bientôt prêtes, vous pouvez donc commencer à travailler dessus. J'ai étalé les documents sur la table et les ai expliqués à l'entrepreneur de manière pragmatique. Notre entreprise ne peut pas développer tous les systèmes à elle seule, c'est pourquoi nous sous-traitons une partie du travail. Aujourd'hui, j'ai rendu visite au sous-traitant pour une réunion concernant le travail qui m'avait été confié. Notre entreprise et celle du sous-traitant entretiennent des relations de longue date. Le travail que je demandais était facile, il n'y avait donc pas de problème, tout se passait comme d'habitude. Cependant, une chose n'était pas habituelle. À côté du visage familier de l'entrepreneur, un homme que je n'avais jamais vu auparavant était assis à la table. Je suis venue ici à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que j'ai affaire à vous, n'est-ce pas? En fait, j'ai rejoint cette entreprise l'année dernière, en milieu de carrière. Mon emploi précédent était dans la vente, je manque donc de compétences. J'ai donc apporté mon soutien à l'entreprise tout en perfectionnant mes compétences. Mais cette fois, le travail n'est pas difficile, alors j'en assume la responsabilité principale. Je vois. Alors, vous êtes comme moi. Le nouvel employé, qui s'appelle Jeff, est de ma génération, il a juste 2 ans de plus que moi, et se trouve dans une situation similaire. À savoir qu'il se voit confier un travail pour la première fois. Ce qui crée un étrange sentiment de camaraderie. Après avoir terminé la réunion, il était presque l'heure du déjeuner, et l'entrepreneur nous a donc invités à déjeuner. Vous retournez au bureau tout de suite? Si vous êtes libre, il y a un bon restaurant de pâtes à proximité. Que diriez-vous de vous joindre à nous? J'ai soupiré intérieurement, en essayant de ne pas montrer mon malaise. Ce n'était pas moi que l'entrepreneur invitait, mais la jeune et jolie nouvelle recrue que j'avais amenée. La nouvelle recrue, toute mignonne, que j'avais emmenée avec moi pour la former sur le tas. Tout au long de la réunion, le regard de l'entrepreneur s'était porté sur ma cadette. Son invitation à déjeuner lui était clairement destinée. Ce n'est qu'après avoir terminé son invitation qu'il s'est tourné vers moi. Il semblait qu'il voulait déjeuner avec ma cadette et qu'il me demandait la permission. En fait, je n'étais que la 3e roue du carrosse. En voyant l'expression confuse de la jeune fille, elle ne savait manifestement pas comment réagir. J'aurais pu décliner l'invitation. Mais notre entreprise entretient des relations de longue date avec la société de l'entrepreneur.
Je ne voulais pas gâcher l'impression de notre entreprise à cause de ma réaction personnelle. J'ai donc accepté à contre-ségur de me joindre à eux pour le déjeuner. Un restaurant de pâtes? Ça a l'air super. J'ai hâte d'y être. D'accord, je vais me préparer. Tu peux attendre un peu? Dépêchons-nous. Ce n'est pas bien de faire attendre une dame. Ah, je comprends. Nous nous dirigeons vers le restaurant de pâtes, pas très enthousiaste à l'idée. En chemin, l'entrepreneur, qui n'était même pas le patron de Jeff, a joyeusement engagé le junior dans une discussion sur le travail. Jeff et moi avons suivi. Je suis désolé de cette situation soudaine. Il a tendance à pousser sa gentillesse. Ah. Oui. Je sais. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est vrai. Vous connaissez mieux notre entreprise que moi. Bien que je vienne de vivre une expérience désagréable, les paroles prévenantes et le sourire enjoué de Jeff m'ont quelque peu remonté le moral. Cependant, l'entrepreneur a vite fait de l'assombrir à nouveau. Je prendrai les pâtes aux fruits de mer alors. Cela vous suffit-il, Kelly? Ici, il y a une pizza avec des mini-pâtes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Kelly prendra les pâtes aux fruits de mer. Tout le monde s'est décidé? J'appelle le serveur. Jeff est rapidement intervenu pour désamorcer la situation, ce qui m'a permis de contenir mon irritation. Mon estime pour Jeff n'a cessé de croître. Cependant, peu importe à quel point mon affection pour Jeff augmentait, ayant depuis longtemps renoncé à l'amour et au mariage, je ne me faisais pas d'illusions. L'incident agréable au travail n'était pas ma rencontre avec Jeff. Avez-vous des plats préférés? La prochaine fois, allons manger ce que tu veux. L'entrepreneur continua à se concentrer uniquement sur le junior du restaurant. Il semblait naturel que les jeunes et les mignons bénéficient d'un traitement spécial, et je n'avais donc pas à me plaindre. Cependant, le comportement manifeste de l'entrepreneur m'a irrité et j'ai englouti mes pâtes avec agressivité. Après avoir fini, j'ai tranquillement décidé de me mettre au régime tout seul. J'ai eu l'impression qu'un dieu du régime s'était abattu sur moi, car j'ai réussi à perdre du poids. Mais je n'avais pas conscience de la situation grave dans laquelle ce régime allait bientôt me conduire. En 6 mois, j'avais perdu 18 kilos. La cause de ma prise de poids était une suralimentation due au stress et à un mode de vie désordonné. J'ai donc réussi à perdre du poids simplement en régulant mon rythme de vie et en faisant de l'exercice à la salle de sport. Je n'ai pas eu l'impression de faire beaucoup d'efforts. De plus, j'ai mené à bien le travail qui m'avait été confié. Il s'agissait d'une tâche simple, terminée en 2 semaines environ, qui m'a laissé un sentiment d'insatisfaction. Une fois le travail terminé, on m'a confié différents types de tâches. L'entreprise semblait vouloir que j'acquière de l'expérience dans différents emplois. En changeant de travail, je ne devais plus rendre visite à cet entrepreneur. Même si j'étais déçue de ne pas pouvoir lui montrer ma nouvelle silhouette, j'étais soulagée de ne plus avoir à le rencontrer. Cependant, j'étais reconnaissante d'avoir été incitée à suivre un régime. En repensant au jour où j'ai décidé de suivre un régime, je me suis souvenue du restaurant de pâtes que nous avions visité. Je me suis dit que ces pâtes étaient plutôt bonnes, n'est-ce pas? J'y retournerai peut-être. Sur un coup de tête, j'ai visité le restaurant de pâtes en rentrant du travail ce soir-là. L'ambiance à l'intérieur avait complètement changé par rapport à notre visite de midi. Situé dans un quartier d'affaires, l'endroit était rempli de gens qui passaient après le travail. Ils buvaient de l'alcool, mangeaient de la friture en entrée et finissaient par des pâtes. L'ambiance ressemblait à celle d'un pub où l'on peut facilement s'arrêter seul. Quelque peu déconcerté par la différence d'ambiance, je me suis assis au comptoir et j'ai commandé des pâtes. Vous ne commandez pas de l'alcool? Je me suis retrouvé mêlé à un homme ivre assis à côté de moi. Il avait manifestement trop bu, seul, et parlait difficilement.
M'attendant à des ennuis, j'ai regardé le visage de l'homme et j'ai réalisé quelque chose. Je me suis dit, hein? C'est Jeff? L'homme ivre à côté de moi semblait être Jeff, avec qui j'avais déjà travaillé. Écoutez, mon patron manque vraiment de considération. Je dois toujours arranger les choses avec nos clients. Il ne se rend pas compte que je le couvre? Il a toujours un comportement hautain. Il se décharge de son travail sur moi. C'est très dur. Malgré son changement d'apparence, il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il s'agissait bien de Jeff. Travailler avec cet entrepreneur doit être stressant. Bien que j'ai reconnu Jeff, il n'a pas eu l'air de me reconnaître alors qu'il continuait à déblatérer sur ses problèmes professionnels. Peut-être était-ce à cause de l'alcool. Ou peut-être parce que notre relation de travail avait été brève et que je ne m'occupais plus de l'entrepreneur. Il avait complètement oublié mon visage. De plus, j'avais perdu beaucoup de poids au cours des 6 derniers mois, ce qui avait radicalement changé mon apparence, et il était donc normal qu'il ne me reconnaisse pas. Comme il n'était pas un étranger, j'ai acquiescé aux plaintes de Jeff tout en mangeant mes pâtes. Tu es si gentil d'écouter l'histoire d'un étranger sans te plaindre. Il n'y a personne d'autre d'aussi gentil que vous. Au bout d'un moment, peut-être parce qu'il se sentait bien que je l'écoute, il a commencé à flirter avec moi. Normalement, j'aurais pensé qu'il me considérait simplement comme une autre femme commode. Mais connaissant le gentil Jeff d'avant qu'il ne soit ivre, cela ne m'a pas dérangé outre mesure. Juste avant de quitter le restaurant, j'ai prévu de le surprendre en lui révélant que je travaille pour l'entrepreneur principal. Et que j'avais même travaillé avec lui. Cependant, je craignais que cette révélation ne fasse retomber notre relation dans un cadre professionnel. Notre relation redeviendrait professionnelle. J'ai hésité et j'ai bu de l'eau en regardant mon bol de pâtes vide. Pendant ce temps, Jeff a annoncé qu'il partait. Merci d'avoir écouté mes plaintes. Désolé, je ne vous ai même pas dit mon nom. Je m'appelle Jeff. Je serais heureux de vous revoir. Au fur et à mesure que le temps passait et que son état d'ébriété s'estompait, l'impression de gentillesse de Jeff est revenue. Il m'a tendu sa carte de visite avant de quitter le restaurant. La carte de visite portait un nom et une entreprise familiers. Curieusement, je l'ai retournée et j'ai vu un numéro de contact écrit au stylo. Il s'agissait manifestement d'un numéro personnel. Ayant une bonne impression de Jeff, ma main s'est automatiquement portée sur mon smartphone. À partir de ce moment-là, Jeff et moi sommes souvent allés manger ensemble. Je pensais que ses avances au restaurant de pâtes n'étaient que le résultat de son état d'ébriété. Mais il n'a pas changé d'avis. Nous avons commencé à sortir ensemble. Au bout d'un accent grave peine 6 mois, il m'a demandé en mariage. Pour quelqu'un qui avait presque renoncé à l'amour et au mariage, c'était une chance inouïe. Cependant, j'étais confrontée à un problème alors que nous nous dirigions vers le mariage. Je n'avais toujours pas dit à mon petit ami Jeff que je travaillais pour le principal entrepreneur de son entreprise. Ni que nous avions travaillé ensemble. Vous savez, notre entreprise s'en sort tout juste avec les contrats de société plus importantes. Si on nous interdit d'être sous-traitants, nous ne pourrons pas survivre. Ils le savent et nous poussent souvent à bout. Est-ce vrai? Mais il y a la loi sur la sous-traitance, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas nous confier des travaux avec des délais et des coûts déraisonnables, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils repoussent les limites. Ils fixent des délais à peine gérables ou des coûts légèrement inférieurs dans une fourchette acceptable. Et ils font semblant de croire que vous pouvez vous en sortir, n'est-ce pas? Cela rend le travail toujours difficile et frustrant. Vous travaillez dans l'informatique, vous devez donc comprendre, n'est-ce pas? Oui, c'est difficile d'être un sous-traitant. J'ai joué le jeu comme si j'étais un tiers. Jeff avait oublié mon visage. Il semblait également avoir oublié mon nom. Car il ne s'est pas souvenu de moi, même lorsque je me suis présenté.
Je lui avais donné ma carte de visite, mais comme nous n'avons plus de relation professionnelle, il n'avait pas eu l'occasion de me rencontrer. Il n'avait pas eu l'occasion de la regarder à nouveau, et jusqu'à présent, j'avais réussi à garder mon identité secrète. Je savais que je devrais un jour révéler ma véritable identité. Mais Jeff se plaignait souvent de mon entreprise, ce qui m'empêchait d'en parler. Je regrettais de ne pas en avoir parlé au restaurant de pâtes avant de perdre le fil. Mais il était trop tard pour les regrets maintenant, et c'était ma responsabilité. Il était impensable de ne pas parler de mon travail à mon mari alors que nous allions nous marier. Je me suis préparée à toute réaction et j'ai décidé de lui parler de mon entreprise. Bonjour, je travaille pour l'entrepreneur principal de votre entreprise. Te souviens-tu d'être allé manger des pâtes il y a environ 1 an avec moi, mon collègue et ton patron? C'était moi, à l'époque où j'étais plus lourde. C'est vrai? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Vous vous êtes toujours plaint, n'est-ce pas? C'est devenu difficile à dire. Tu aurais dû me le dire de toute façon. Est-ce que je t'ai fait te sentir mal en me plaignant de l'entreprise? Je suis désolée. Ma plainte a-t-elle atteint votre entreprise? Ai-je causé des problèmes à votre entreprise? Je n'ai parlé à personne de vos plaintes. Et nous ne sommes que des employés, n'est-ce pas? Se plaindre ou me dénoncer ne servirait à rien, n'est-ce pas? C'est vrai. J'avais avoué une résolution à mourir, mais mon mari s'est moqué de moi. Il semble que j'étais trop inquiète. En le voyant rire, j'ai ri de ma propre bêtise. L'esprit libéré de toute inquiétude, j'ai pu l'épouser avec un sentiment de fraîcheur. Je pensais que nous allions commencer une vie de jeunes mariés heureux, mais au bout d'un moment, l'attitude de mon mari a commencé à changer. L'attitude de mon mari a commencé à changer. Le dîner n'est pas encore prêt? Assure-toi qu'il soit prêt dès que je rentre à la maison. Je suis désolée. Le travail est de plus en plus chargé ces derniers temps. Ne te sers pas du travail comme excuse. Tu es une femme, tu dois aussi t'occuper de la maison. Si vous ne pouvez pas gérer les tâches ménagères, quittez votre emploi et passez à temps partiel. Lorsque mon mari est rentré du travail et qu'il s'est rendu compte que le dîner n'était pas prêt, il s'est dirigé vers la salle de bain. Son sac de travail, sa cravate et sa veste ont été jetés négligemment sur le canapé du salon. Cela signifiait que je devais les ranger. Après son mariage, mon mari est devenu autoritaire, insistant pour que je fasse toutes les tâches ménagères. Le secteur des technologies de l'information présente souvent une hiérarchie claire et est dominé par une culture qui s'apparente à celle d'une équipe sportive. L'entreprise de mon mari ne faisait pas exception à la règle. Même lorsque nous sortions ensemble, il montrait de légers signes d'autoritarisme. Il n'était pas trop dur et il était généralement gentil, ce qui ne me dérangeait pas. Mais après notre mariage, son comportement autoritaire s'est considérablement intensifié. Il est probable qu'en m'épousant, il a senti qu'il pouvait se libérer de ses inhibitions. Je m'inquiétais de savoir si nous pourrions continuer à former un couple. Mais cette inquiétude s'est avérée inutile. Je suis enceinte de 3 mois. C'est vrai? C'est formidable. S'est exclamé joyeusement mon mari en posant sa main sur mon ventre encore peu volumineux. Après avoir appris que j'étais enceinte, il a commencé à m'aider dans les tâches ménagères. Assieds-toi et repose-toi. Je vais faire les courses. Et je ferai le ménage à mon retour. Ne bouge pas du canapé. Oui. Oui. J'ai compris. Mon mari s'est empressé d'aller faire les courses. Il semblait inquiet de me laisser seule à la maison. J'étais encore tout à fait capable de me déplacer, mais il me chouchoutait à l'excès. Grâce à lui, les week-ends, je n'avais presque pas besoin de me lever du canapé du salon. Et nos rôles à la maison se sont complètement inversés. Ces soins excessifs se sont poursuivis même après la naissance de notre fille Stacy. Je m'occupe de la maison, tu restes avec Stacy.
Ce serait gênant s'il arrivait quelque chose. Oui, oui. J'ai compris. De la cuisine, j'entends Jeff faire la vaisselle. Le bruit des assiettes et des ustensiles est audible de là où je suis assise. Au début de notre mariage, Jeff était très autoritaire. J'avais des doutes sur notre vie de couple. Aujourd'hui, ces inquiétudes semblent avoir disparu, et je suis assise sur le canapé, bâillant en regardant la télévision, laissant à Jeff le soin de s'occuper des tâches ménagères. Quelle vie paisible! Pourtant, cette vie paisible a soudainement pris fin. Bouge-toi. Nettoie ça tout de suite. Lorsque Jeff est rentré à la maison, il a immédiatement commencé à crier en entrant dans le salon, pensant que notre fille avait dû éparpiller ses jouets partout. J'ai arrêté de préparer le dîner et je suis allée dans le salon, où je n'ai trouvé que 2 poupées sur le canapé. Jeff était contrarié parce qu'il était rentré fatigué du travail. Il n'a pas pu s'asseoir tout de suite sur le canapé. Ce ne sont que des poupées, et s'il voulait s'asseoir, il n'aurait qu'à les déplacer. Il y a suffisamment de place pour s'asseoir même sans les déplacer. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez les déplacer vous-même. Pourquoi devrais-je le faire? C'est à vous de vous en occuper. Jeff voulait apparemment s'asseoir au milieu du canapé. Il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre déplace les poupées pour lui. La raison n'est pas claire? Mais il semble qu'il pense que cela préserve sa dignité à la maison. Cependant, je ne vois aucune dignité là-dedans. Il a juste l'air d'un enfant capricieux. Notre fille de 3 ans s'est tellement habituée aux cris de Jeff qu'elle ne pleure plus de peur. Bien qu'elle soit trop jeune pour répondre, elle fixe son père en silence, le regard fixe comme si elle avait trouvé un ennemi. Au fur et à mesure que notre fille grandit, Jeff retrouve son attitude dominatrice. Il ne s'occupe plus des tâches ménagères ni de la garde des enfants. C'est comme s'il était redevenu le mari qu'il était lorsque nous nous sommes mariés. Mais pourquoi a-t-il encore changé? Peut-être est-ce lié à son travail. Attendre le bon moment a déjà conduit à des regrets, alors, poussé par ma curiosité, j'ai décidé de poser la question. S'est-il passé quelque chose au travail? Rien de particulier. Au contraire, le travail se passe bien et je suis très occupée. Le type qui t'énervait a l'air de courir partout, lui aussi. C'est vrai? C'est bien que vous soyez occupé, mais n'en faites-vous pas trop? N'oubliez pas que vous pouvez aussi changer d'emploi si vous estimez que l'entreprise ne vous convient pas. Ne commencez pas à prendre la grosse tête à la maison. Au travail, il peut s'agir d'un sous-traitant et d'un entrepreneur principal. Mais ici, je suis le mari et tu es la femme. Arrête de parler du travail à la maison. Contrarié par ma question, Jeff a claqué la porte du salon si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser et il est parti en trombe. Honnêtement, je ne me soucie guère qu'il soit redevenu dominateur. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont ses paroles. Alors, espérant à nouveau que ce n'est qu'une inquiétude inutile, je persiste à poser les mêmes questions. Y a-t-il eu des changements au travail depuis? Tu poses souvent des questions sur le travail ces derniers temps. Ne t'ai-je pas dit que rien n'avait changé? À force de poser les mêmes questions? Jeff semble en avoir assez. Mais je suis sincèrement préoccupée par sa situation professionnelle. Le travail se passe-t-il toujours bien? Tu es occupé? Ne t'ai-je pas dit d'arrêter de parler du travail à la maison? Pourquoi demandes-tu toujours la même chose? Il est normal que Jeff se mette en colère. Cependant, comme je n'ai pas de preuves solides, il m'est difficile de parler ouvertement et définitivement de mes inquiétudes. Mais attendre le bon moment pourrait conduire à des regrets. Alors, prête à affronter toutes les conséquences, je décide d'expliquer pourquoi je parle de son travail. J'ai entendu une rumeur. Votre entreprise pourrait être retirée de la liste des sous-traitants. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas possible.
Notre entreprise travaille avec la vôtre depuis des décennies. Ils ne peuvent pas nous écarter comme ça maintenant. Je ne l'ai appris que par des rumeurs au sein de l'entreprise, alors je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais les informations sont de plus en plus claires, alors je pense que c'est peut-être vrai. Vous vous moquez de moi? Vous pensez que je laisserai des rumeurs me forcer à changer d'emploi? Oh, je vois. Tu essaies de me faire croire que je vais perdre mon travail et que je vais devoir compter sur toi. Et aider à la maison, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. En effet, l'entreprise a commencé à me faire faire des tâches que je n'avais jamais faites auparavant. Et comme cela devient difficile, j'ai besoin d'aide pour les tâches ménagères et la garde des enfants. Mais c'est une question distincte. Je le savais. Tu veux que je t'aide pour les tâches ménagères et la garde des enfants, c'est ça? Ce n'est pas le travail des femmes? Ne devrions-nous pas tout simplement divorcer? J'ai rassemblé tout mon courage pour parler, mais Jeff s'est contenté de rire. De plus, il semblait vraiment contrarié par ce que j'avais dit. Il a soudain évoqué le divorce comme s'il révélait ses véritables sentiments. Ne mentionne pas le divorce avec autant de désinvolture. Même si c'est une blague, cela me met en colère. Ce n'est pas vraiment une blague. Honnêtement, j'étais désespérée de me marier après mes 30 ans. Et à ce moment-là, n'importe qui l'aurait fait pour moi. Puis vous vous êtes présenté à l'entreprise. Au début, quand tu étais en surpoids, j'ai pensé que ce n'était pas possible. Mais quand je t'ai vu au restaurant de pâtes ce soir-là et que tu as perdu du poids, j'ai été surpris. Je me suis alors dit que je pouvais gérer cette situation. J'ai été tellement choquée par les propos de Jeff que j'ai failli paniquer. Je lui avais seulement dit que nous nous étions rencontrés juste avant notre mariage. Il n'aurait donc pas dû me reconnaître au restaurant de pâtes. Alors que je me taisais avec un mauvais pressentiment, Jeff a continué à me blesser impitoyablement avec ces mots. Tu m'as reconnu au restaurant de pâtes, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. J'ai fait semblant d'être ivre et j'ai commencé à te parler. Pensiez-vous vraiment que quelqu'un qui est juste un peu au-dessus de la moyenne en termes d'attrait facial tomberait sérieusement amoureux et se marierait en l'espace de 6 mois? Un peu de gentillesse, et vous avez suivi. Il est clair que vous n'avez eu que des relations superficielles jusqu'à présent. Je n'aurais jamais cru que mes talents de vendeur me serviraient à ce point. Pourquoi as-tu fait semblant de ne pas me reconnaître jusqu'à ce que je dise quelque chose? J'ai pensé que vous seriez d'accord parce que vous travaillez pour l'entrepreneur principal de notre entreprise. Étant jeune et chargé de diriger un junior, je pensais que vous étiez bien considéré. Si c'est le cas, dans quelques années, je pourrais bénéficier de votre position. Peut-être pourriez-vous tirer quelques ficelles pour moi lorsque nous travaillons ensemble? Si vous pouviez m'obtenir une bonne évaluation de la part de l'entrepreneur principal, il me serait plus facile d'obtenir un bon poste dans mon entreprise. Mais tu as changé de travail juste après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Ne me déçois pas comme ça. Si c'était le cas, tu aurais dû rompre avec moi à ce moment-là. Mon but était de me marier avec n'importe qui. Pourquoi aurions-nous besoin de rompre? De plus, il y a une chance que je finisse par travailler à nouveau avec ton entreprise. Je sens mes poings se serrer de plus en plus. Depuis mes années d'études, j'ai toujours été traitée comme une femme commode. Et rien n'a changé. S'il ne s'agissait que d'une relation, je pourrais y réfléchir, changer d'avis et passer à autre chose. Mais cette fois, nous sommes mariés et avons un enfant. Je voulais désespérément croire que Jeff était simplement en colère et qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Après notre mariage, il y a eu des moments où tu as été gentil avec moi. Tu te souviens, quand j'étais enceinte? Tu es désespéré de ne pas divorcer, hein? Eh bien, je suppose que tu es désespéré, compte tenu de ton âge, de ton apparence et de la perspective d'être une mère célibataire au milieu de la trentaine. J'ai été gentille avec toi quand tu étais enceinte parce que j'aimais l'enfant, pas toi.
De plus, les enfants ne sont mignons que lorsqu'ils sont petits. Une fois qu'ils commencent à marcher et à grandir, ils perdent toute leur mignonnerie. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il valait mieux en finir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus mignons quand ils grandissent? Est-ce qu'ils considèrent notre fille comme un animal de compagnie? Non. Même les animaux domestiques sont de la famille. Personne ne dirait qu'il s'est ennuyé parce que l'animal a grandi. Ce n'est pas grave si je suis la seule à être blessée par ces mots durs. Mais je ne peux pas lui pardonner d'avoir traité notre fille comme un animal de compagnie. Je préfère demander le divorce moi-même. J'ai pris ma décision. Je ne peux plus rester avec toi. Je veux divorcer, hein? Vu ton âge et ton physique, un remariage serait sans espoir, tu sais? Tu es sûr de vouloir divorcer? Jeff a semblé surpris que je parle de divorce, montrant un moment de panique. Cependant, il a une personnalité sportive et n'aime pas revenir sur ses paroles. Il ne pense pas non plus que je vaille la peine de reconsidérer le divorce. Très bien, divorçons. De toute façon, il ne semble pas que tu reviendras travailler pour mon entreprise. Mais ne le regrette pas plus tard. Il a accepté le divorce avec un rire dédaigneux. Je m'étais inquiétée pour son travail et je m'étais demandé si je pouvais l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, nous nous dirigeons vers le divorce. Connaissant sa vraie nature, je ne peux plus continuer avec lui. C'est bien comme ça. Il pense que je regretterai le divorce, mais il est plus probable que ce soit lui qui le regrettera. Nous avons procédé au divorce. Puisqu'il avait encore un emploi et qu'il n'avait pas de difficultés financières, nous avons décidé de divorcer. Il n'y avait pas de litige concernant les biens ou la pension alimentaire. Désormais, loin de mon ex-mari irascible, ma fille et moi menons une vie paisible. Cependant, quelques mois plus tard, comme pour briser cette paix, mon ex-mari m'a appelé dans un état de frénésie. C'était toi. Tu as fait quelque chose, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Notre entreprise est en train de se faire couper les vivres en tant que sous-traitant. Comme tu l'avais dit. Je ne vous laisserai pas dire que vous n'étiez pas impliqué. Des décisions comme la suppression d'un sous-traitant sont au-dessus de mes compétences, n'est-ce pas? Alors pourquoi saviez-vous que notre entreprise allait être licenciée? Je vous ai dit que c'était une rumeur au sein de l'entreprise. Ils essaient de terminer le travail en interne en acquérant des entreprises. Avec la technologie nécessaire. En faisant des filiales et en leur transférant les travaux sous-traités. Cette rumeur était-elle vraie? Oui. Il y avait des informations assez précises sur l'entreprise concernée et sur le moment où elle deviendrait une filiale. Et quand elle deviendrait une filiale, alors j'ai pensé que c'était crédible et je vous l'ai dit. Mais vous ne m'avez pas cru. D'abord furieuse, la voix de Jeff s'est affaiblie au téléphone. Bien que je ne puisse pas le voir, il semble qu'il se soit effondré à genoux. Son entreprise dépendait fortement du travail de la mienne. Alors qu'il risquait de perdre son emploi, son désespoir était compréhensible. Vous auriez dû me le dire précisément. Si j'avais cru ce que vous m'aviez dit, nous aurions pu agir plus tôt. Nous aurions pu prendre des mesures plus tôt. Le simple fait d'entendre que nous pourrions être coupés ne suffit pas pour que j'y croie, n'est-ce pas? Ne soyez pas déraisonnables. Les acquisitions d'entreprises commencent et se terminent par le secret. C'est pourquoi les détails ne sont pas divulgués. Et ce ne sont que des rumeurs. Vous n'avez pas cru ce que j'ai dit parce que c'était une rumeur. Les négociations ont commencé à peu près au moment où je suis partie en congé de maternité. Elles étaient censées être terminées dans 2 ans. Mais elles se sont compliquées et n'ont abouti que récemment. Il y a beaucoup de cas où les négociations échouent à cause de fuites. L'entreprise était donc très tendue. Comment pouvais-je donner des informations détaillées dans de telles circonstances? Même si je l'avais su en tant qu'employé de base, je n'aurais rien pu faire.
Vous n'auriez peut-être rien pu faire, mais votre entreprise aurait pu le faire, n'est-ce pas? Si je m'étais plaint du fait que notre entreprise avait exclu le sous-traitant, cela aurait pu avoir un impact sur les discussions relatives à l'acquisition. Cela aurait pu avoir un impact sur les discussions d'acquisition. C'est un risque énorme. J'ai déjà fait un grand pas en avant rien qu'en mentionnant l'éventualité d'une coupure. Vous devriez m'en être reconnaissant. Vous avez également mentionné que le travail était devenu très chargé avant notre divorce, n'est-ce pas? Oui, mon patron s'est soudain mis à me confier beaucoup de travail et à courir partout comme un fou. Votre entreprise a peut-être senti ce qui se préparait. Les entreprises se déchargent souvent sur leurs subordonnés. Et elles s'agitent lorsque la direction est sous pression. L'entreprise est alors vraiment au bord du gouffre. Je ne sais pas, mais c'est possible. D'ailleurs, avant notre divorce, j'ai dit que mon travail était également plus chargé. Mais c'est parce que j'ai été détaché dans une filiale pour acquérir de l'expérience dans de nouvelles tâches. Après avoir terminé le travail pour votre entreprise, les négociations n'avaient pas encore commencé. Mais les projets d'acquisition étaient déjà en cours à l'époque où nous sortions ensemble. J'ai entendu un bruit sourd à l'autre bout du fil. Il semble que mon ex-mari se soit effondré. Mon ex-mari m'a approché en pensant que je faisais partie de l'entrepreneur principal et m'a même épousée. Mais lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, son entreprise avait déjà commencé à planifier la suppression du sous-traitant. Cela signifie que son plan était voué à l'échec dès le départ. De plus, il n'a pas cru mes paroles et n'a pas réalisé que son emploi était menacé avant notre divorce. Il regrette probablement d'avoir accepté de verser une pension alimentaire en pensant qu'il aurait encore un emploi. S'il m'avait cru, nous aurions pu discuter d'une réduction du montant, mais maintenant, tout cela fait partie du passé. Et, l'entreprise pourrait faire faillite. Qu'en est-il de la pension alimentaire? Je sais que l'entreprise risque de faire faillite, je viens de vous le dire. Mais tu dois quand même payer la pension alimentaire pour Stacy, d'accord? J'ai raccroché le téléphone, m'attendant à ce que mon ex-mari plaide en ma faveur si la conversation se prolongeait. Et il semblait que cela ne ferait qu'empirer les choses. J'ai été choquée de découvrir la vraie nature de mon ex-mari, mais j'essaie de voir le bon côté des choses, car je ne l'ai découvert que quelques années après le début de notre mariage. Avec un nouvel état d'esprit, j'ai commencé à préparer le dîner. Par la suite, la société de mon ex-mari a complètement cessé de recevoir du travail de ma société. L'entreprise qui avait l'habitude de sous-traiter des travaux est maintenant gérée par la filiale où je suis détachée et je suis impliquée dans ces travaux. N'étant plus un sous-traitant, l'entreprise de mon ex-mari a rapidement plongé dans des difficultés financières, d'après les rumeurs. Ne devrait plus durer très longtemps. Bien que je sois un peu désolée, les grandes entreprises doivent aussi élaborer des stratégies pour survivre. Dans la société, il est courant que certains soient sacrifiés pour que d'autres puissent continuer. Cette fois-ci, il se trouve que c'était l'entreprise de mon ex-mari. On peut également dire que son entreprise est fautive car elle ne s'est pas préparée de manière adéquate à l'éventualité d'être supprimée en tant que sous-traitant. Mon ex-mari est au bord du chômage, ses économies sont donc très importantes pour lui. Par conséquent, les paiements de la pension alimentaire ont cessé au bout de quelques mois. J'ai essayé toutes les méthodes possibles, messages, appels, lettres, pour exiger de lui le paiement de la pension alimentaire. J'ai un travail, donc techniquement, ce n'est pas un problème pour moi si les paiements cessent. Cependant, je ne peux pas pardonner à mon ex-mari d'avoir traité notre fille moins bien qu'un animal de compagnie, et une partie de moi cherche à lui infliger une détresse mentale juste par dépit. Le fait que j'éprouve également du ressentiment pour la façon dont il m'a traité comme une simple femme commode, comme tous mes précédents petits amis, reste un secret. Finalement, les appels téléphoniques ont cessé et j'ai perdu la trace de l'endroit où il a déménagé. Il est probable qu'il ne se présentera plus jamais devant moi. Je pense que c'est mieux ainsi, je ne veux plus voir son visage.
Maintenant qu'il a complètement disparu, je peux me concentrer sur mon travail. Auparavant, je me servais du travail comme d'un dérivatif à mon chagrin d'amour. Mais cette fois, je suis vraiment déterminée à vivre pour mon travail. À partir de maintenant, j'ai l'intention de travailler dur pour le bien de ma fille.